Dans la lumière du réverbère, je crie, je pleure, je chante des vers, doucement sans la prière, crissamment, je broie du verre qui grotte, qui frotte un chapeau sur ta peau. C'est quand la première fois que tu as entendu parler d'écologie ? Alors c'est drôle, mais c'est qu'on m'avait offert un petit fascicule de Nicolas Hulot sur le développement durable. C'est vrai ? J'avais genre 8 ans. Enfin bref. Du coup j'avais gardé ce truc. Ouais. Et je me suis toujours intéressée après, par la suite, à l'écologie. Au début c'était au développement durable, après j'ai déconstruit. Je parle plus d'écologie radicale. J'ai été élue suppléante. D'accord. Voilà, dans le premier arrondissement de Lyon au municipal. Et tu as rejoint les Verts quand ? Alors, j'ai jamais vraiment rejoint les Verts. Tiens. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais aux Verts alors ? Bah, en fait, c'était une liste plurielle, il y avait aussi des insoumis dedans. D'accord. Et moi, j'étais Tu plutôt... faisais partie des insoumis ? Pas du tout. J'étais sans étiquette. Mais j'ai quand même gravité autour de EELV, puisque j'ai fait un stage à la Fondation de l'écologie politique. C'est où ? À Paris. Ah, à Paris. Qui est une fondation financée par les Verts. D'accord. Donc j'ai quand même fréquenté pas mal les Verts. D'accord. Et l'année dernière, du coup, je cherchais un peu à m'engager sur Lyon. Et je me suis renseignée et j'ai donné j'ai pris leur newsletter ou je sais pas quoi. Et puis ils ont dit on va tracter un dimanche sur le marché, venez. Et du coup je suis venue et il a vu une femme jeune et il s'est dit oh, il me la faut sur ma liste. Ce qui m'a dit tu seras jamais élu puisqu'on va fusionner avec d'autres listes au second tour. Mais sauf qu'on a eu des tellement bons résultats qu'il n'y a pas eu besoin de Vous attendiez pas en fait à avoir des aussi bons résultats à Lyon en 2020 ? Non. Oui. On a fait une super campagne. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est d'être une élue, même si c'est suppléante ? Tu as dû connaître un petit peu des gens qui sont élus à la mairie. Est-ce que tu as l'impression que vous pouvez faire des actions concrètes pour améliorer l'écologie à Lyon ou, Moi, il y a plein de choses qui se font. Ok, donc t'es pas désabusée de la politique en entrant dans ce milieu Alors, je suis pas vraiment dans le milieu encore. Oui. J'ai cessé d'être cynique. C'est déjà bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre espoir Alors, reprendre espoir, c'est paradoxal, c'est parce que en plongeant dans une nostalgie, la solastalgie, c'est ça ? Il n'y a que pour espoir de voir que même toute petite action est bonne à prendre et que, si on se met dans la logique que personne ne fait rien, alors je fais rien, personne ne fait jamais rien. Quand est-ce que tu as vécu cette solastalgie, cette éco-anxiété, si je peux appeler ça comme ça ? Ouais. C'était au début quand tu as pris conscience ? 2019. C'était quand tu as pris conscience de la gravité de la crise ? Non, c'est plus parce que j'avais baigné dans le cadre de mes études dans toutes ces questions-là. Enfin, te faire répéter à longueur de journée que la biodiversité est en crise, qu'on ne peut pas aborder la question de la surpopulation parce que c'est pas politiquement correct. Bref, il y a plein de trucs qui sont ultra plombants. Et comment ça s'est manifesté ? C'était un total découragement vis-à-vis de l'écologie ou au contraire tu t'es surinvesti C'est plus au moment de rentrer dans le monde du travail parce qu'après mon stage à la Fondation, j'ai fait un service civique dans une association écolo à Lyon qui s'appelle Zéro Déchet Lyon. D'ailleurs j'ai été interviewée par la radio de l'ENS à ce sujet. Ah oui, Transistor, c'est parti. J'avais l'impression que c'était qu'une mode, que ça intéressait vraiment que les gens qui étaient dogmatiques. Je comprends. Et du coup, ça m'a désabusée. Et voilà. Du coup, j'ai fait cette sacrée dépression et pour me remettre dans le bain du travail, j'ai fait un boulot alimentaire dans un cabinet de conseil en politique publique. Et là, pendant 1 an et demi, je rêvais que de m'installer à la campagne et d'avoir ma ferme. Et du coup, j'ai quitté ce travail et je suis allée travailler à la campagne. Donc j'ai fait maraîchère pendant 6 mois là. C'était où ? C'était dans les monts du Lyonnais. Ah d'accord, c'était dans le coin. Ouais. Bon, ça m'a quand même fait acheter une voiture. C'est ça qui t'a ressourcée en quelque sorte ? Oui, d'une certaine manière. Mettre un rêve face à la réalité des choses. Parce que être maraîchère, faut s'accrocher. Là, j'ai quitté en septembre parce que je voulais pas passer mes mains
dans les poireaux en hiver. Maintenant, ton rêve, c'est plus d'être maraîchère. Non. Enfin, tu veux plus faire ça. Non, à je long vends terme. toujours sur les marchés le samedi, c'est drôle, Ouais. puis on grignote. Quelles sont les actions qu'a mené la mairie de Lyon? Je crois déjà en savoir une, c'est l'instauration des composts partout dans les quartiers. C'est Et dans la- tous les quartiers ça ou c'est En tout que... cas dans le quartier de la Guillotière, là ouais. où j'habite. Mais la distribution de compost carrément à domicile chez les gens pour qu'ils puissent composter encore plus facilement. Donc ça, c'est quelque chose que tu as vu mettre au jour, même si tu participes pas, si tu es que suppléante, tu en avais entendu parler? Bah oui. D'ailleurs, on a aussi notre petite boîte à compost, mais ça met en concurrence les composteurs de quartier, ces composts-là, qui sont moins sélectifs. Et puis ces composteurs de quartier, ils créent du lien social là où il n'y en a pas quand on va vider ses poubelles, quoi. Oui, parce que les composteurs de quartier, il faut s'inscrire sur les listes. C'est après, ça, et puis on doit faire des t'as permanences. c'est ça. Tu rencontres les gens, tu parles et tout. J'avais essayé de m'inscrire dans celui de là où j'habitais, à l'église Sainte-Madeleine. C'était plein. C'était plein. Ouais. Et du coup, Ouais. c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait cette alternative qui soit développée. Après, à voir ce qu'ils font vraiment avec ces aliments-là, si ça va vraiment au compost, je sais pas. Et puis ça donne aussi l'illusion qu'on n'a plus rien, que tout se transforme, il n'y a rien qui se perd. Alors qu'en fait, Il y a quand même des incinérateurs qui fonctionnent à plein pot, il y en a 2 je crois à Lyon, et ça ne s'arrête pas. Alors que là, ça donne l'impression que la poubelle grise, elle est vide. Mais alors, qu'est-ce qui est incinéré? Parce que tu dis qu'il y a quand même les incinérateurs qui Et sont à plein pot. justement, je pense que tout ce qui va au recyclage n'est pas recyclé. Donc c'est une illusion. Ouais. Et parce que toi, là, tu fais pas partie, enfin, tu participes pas, par exemple, aux réunions ou, Non. t'as pas un travail d'élu pour l'instant. Non. Mais en parallèle, j'avais, avec une amie, monté un compost de quartier. C'était quelque chose que tu avais fait personnellement ou c'était dans le cadre de la politique? Non, c'était en tant que citoyenne. D'accord. Avec une asso? On était chapeauté par Compostelle, je crois. D'accord. Voilà, le composteur de l'Émir. Et est-ce qu'il y a des choses dans la ville de Lyon que tu aimerais voir changer en priorité et que si tu devenais élu, là, s'il y avait quelqu'un qui désistait, qui devenait élu, tu dirais que ouais, c'est vraiment la priorité à changer, quoi. Faire en sorte que le foncier agricole et que les friches soient protégées. Toute parcelle de terre doit être vue comme un bien commun et un bien inaliénable. C'est un bien tellement rare aujourd'hui qu'il faut absolument éviter toute construction, tout labour, toute chose Parce que là, qui détruit dans le les sol. alentours de Lyon, il y a des problèmes d'expansion urbaine et Oui, de partout. perte, Hein. oui. Ça touche à plein d'autres problèmes que sont la biodiversité, parce que quand t'enlèves des terres, t'enlèves des espèces. Ça touche à l'eau aussi, parce que quand on protège les sols, tout ce qui ruisselle n'est pas pollué. Enfin, si tu mets pas de pesticides sur le champ. Enfin bref, ça touche à plein de trucs. Donc en fait, ça serait limiter l'expansion urbaine. Ouais. Ouais, d'accord. Un peu comme Et après la question c'est, bon mais comment on loge les gens? Oui. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique, enfin ton vécu de l'écologie au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui ont changé depuis que tu es devenue, on va dire, un peu plus consciente de la crise écologique? Sur tous les points, je fais attention en fait. L'alimentation, les déchets, s'habiller, se maquiller. Quand je travaillais dans la ferme, les produits de la ferme. Je suis tellement revenue sur l'idée que l'écologie devait être quelque chose de culpabilisant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Avant, tu avais une vision très moraliste, entre guillemets, de la chose? C'était entre le bien et le mal. Tout le rapport au monde dépendait de cette vision-là. Ça devenait idéologique. Mais aujourd'hui, c'est plus concret, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, j'ai acheté une voiture. En fait, c'est Non, mais... la vie qui t'a obligé à faire certaines choses qui n'étaient pas forcément écologiques. C'est ça. Et du coup, tu t'es dit, bon, en fait, je suis Ouais. obligée de faire des compromis, quoi. C'est ça? C'est ça. Il y a un compromis à faire. C'est sûr que pour trouver un travail dans la campagne sans voiture, c'est pas possible. Non, je me suis radicalisée sur d'autres trucs, genre par rapport à l'avion. Je prends plus l'avion. Je suis plutôt low-tech. J'étais très anti-technologie pendant un certain temps, mais en écoutant Björk et son rapport à la technologie et à l'écologie, je me suis dit que les deux pouvaient s'allier de temps en temps et que c'est pas incompatible. C'est quoi le rapport de Björk à la technologie? Elle expérimente tout. Elle n'a pas de barrière idéologique
Enfin, ouais. Mm. Elle crée avec ce qui sort. Et du coup, ça a un peu assoupli ma vision des choses. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on n'a pas de... Enfin, surtout pour la musique, si on n'a pas des ordinateurs puissants, des téléphones puissants, des synthétiseurs puissants, enfin, c'est difficile de faire ce qu'on veut. Donc, je ne suis pas complètement anti-technologie. Mais je pense pas, par contre, que ce soit la fin, le moyen... Sortir de la crise. Oui. Mm. C'est le low-tech qui remportera. Et Donc ouais. tu utilises la technologie plutôt pour ton travail de chanteuse plutôt que au quotidien dans ta vie de tous les jours, c'est ça? Bah oui et non, parce Ouais. que si on veut s'inscrire sur Pôle emploi, bah faut un ordinateur. Oui. Ouais. Mais tu vas pas t'acheter des appareils électroniques en surplus Ah non, non. pour, Non, non. pour toi. Tu Non. réserves les appareils électroniques vraiment de... Ouais. Même le pour travail. Noël, j'ai envie d'un aspirateur, mais je vais pas demander un aspirateur. Je vais rester au balai. Ouais, j'essaye de pas passer par les applis qui se prennent toujours des frais de fonctionnement et des frais tout court. Ouais. Je pense que les astuces peuvent se passer autrement, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de toutes les marques de vêtements ou même d'alimentation qui vont passer vers des alternatives végétales, par exemple les marques de viande? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu salues ou plutôt tu vas rester à distance des grandes marques? C'est clair que c'est du greenwashing, mais est-ce que tu vas quand même consommer ces produits ou est-ce que tu préfères vraiment rester dans quelque chose, des produits non transformés Plutôt non transformés, quand même. Ouais. Mais il m'arrive d'acheter des Kinder. T'es végétarienne ou végane ou omnivore? Flexitarienne. T'es encore dans cette idée de ne pas culpabiliser et de garder une marge de manœuvre Ouais, et puis aussi de ne pas casser le lien social en famille quand il y a de la viande. Oui. Ouais. Moi aussi c'est pareil. I can't sleep at night. Oh, I can't sleep.